Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il est 18h30. C'est l'heure de démarrer notre meet-up HashiCorp User Group France. Vous pouvez voir que tous les speakers sont là, donc on est super content de vous retrouver malgré les conditions sanitaires un peu compliquées. Donc on est désolé de ne pas pouvoir se retrouver en physique. On espère pouvoir le faire très prochainement. Alors, je m'excuse, je suis un peu enroué, mais bon, je suis juste là pour l'introduction. Donc, on va essayer d'avancer. Suivante. Petit point sur l'équipe. Donc, je me présente, je m'appelle Julien Bichon, je travaille pour la société Devoteam Revolve. Je suis Community Ambassador. J'accompagne les groupes d'utilisateurs, notamment sur HashiCorp, mais aussi sur AWS, à organiser des événements comme celui-ci qu'on a ce soir. Je travaille avec Mehdi Laruelle, qui va vous présenter un talk ce soir et qui se présentera tout à l'heure. Donc, on est tous les deux là pour accompagner le développement de la communauté. La communauté se veut complètement ouverte à toutes et à tous. Donc, si vous avez des talks à nous proposer, n'hésitez pas. Si vous souhaitez rejoindre l'équipe organisatrice et rejoindre Mehdi et moi, n'hésitez pas également à nous contacter. Nos principaux rôles dans l'animation de ces communautés, de ces groupes d'utilisateurs, c'est de trouver des speakers pour les meet-ups qu'on souhaite organiser, qu'on va continuer d'organiser tout au long de l'année. L'animation d'événements, donc là en ce moment, c'est beaucoup en virtuel. Et on remercie, thank you Jono, I say it in English because he's speaking English. Merci Jono qui travaille chez HashiCorp de nous accompagner, de nous aider dans l'organisation de ces événements virtuels. Évidemment, quand on pourra, on reprendra les événements physiques. Et enfin, un des derniers points qui est particulièrement important pour nous, c'est de pouvoir vous mettre en relation les uns avec les autres. Donc, pour ça, on a prévu pas mal de petites choses. Il y a déjà des commentaires, je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Ah, hi, bonjour à tous. Ce n'est pas encore des questions. S'il y a des questions, n'hésitez pas sur le chat, vous pouvez nous les laisser. Donc, petit point très rapide sur les hugs français. Aujourd'hui, on a 5 groupes d'utilisateurs que vous pouvez voir sur le site. Un à Paris, un à Sofia, à Lyon, à Toulouse et un autre à Nantes. Donc, les événements virtuels, évidemment, concernent tous les groupes. Donc, on en fait une simple réplication. J'ai vu qu'il y avait une question qui était remontée de ça. On réplique les événements virtuels sur tous ces groupes-là. Évidemment, quand on pourra reprendre les événements en physique, il y en a qui se feront, ce sera de façon individuelle. Et d'ailleurs, si vous êtes sur certaines de ces villes et que vous souhaitez rejoindre exclusivement l'équipe organisatrice de cette ville, n'hésitez pas à nous faire un petit signe. Et puis, on verra comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Très rapide point sur les hugs dans le monde. Donc, les hugs pour HashiCorp User Group. Aujourd'hui, c'est 34 000 personnes. Il y a 139 groupes hugs qui existent, donc 5 en France. Et on est présent dans 49 pays. 2 liens dont je voulais vous parler, et je vous partagerai tout à l'heure sur le chat. Mehdi, si tu peux le faire en parallèle, c'est top. Le premier, c'est le Slack. On a ouvert un Slack, c'était en fin d'année dernière, je pense, qui réunit déjà un peu plus de 100 personnes maintenant. L'idée, ce qu'on a eu derrière ce Slack, c'est de pouvoir créer une communauté un peu élargie, pas uniquement par ville, où on puisse se poser les questions les uns aux autres. On a sûrement des expériences qui font qu'on a des réponses et qu'on peut s'entraider. Donc, ce Slack est ouvert. D'ailleurs, on a des vouchers, comme bien souvent, à vous faire gagner. Donc, si vous vous connectez sur le Slack et que vous allez liker le petit commentaire que j'ai posté sur le channel général, vous pourrez gagner l'un des 3 vouchers. On fera le tirage au sort en fin de meet-up. Le deuxième lien que je voulais vous partager, c'est Mehdi qui a ouvert un GitHub sur lequel vous allez pouvoir retrouver toutes les démos, les prêts quand elles sont partageables. Et on partage pas mal de petits codes sur ce GitHub. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre et à contribuer également. On reçoit ce soir Thomas, qui est organisateur du Cloud West 2021 et qui va nous dire 2 mots sur son événement. Salut Thomas. Bonjour, merci tout d'abord à Julien et à Mehdi de m'accueillir.
Voilà, donc je profite de cet événement tout d'abord parce que je suis un fan d'HashiCorp et que ça colle au sujet de CloudWest pour faire un peu de promo pour CloudWest 2021, pardon. Donc CloudWest 2021, ce sera le 18 juin cette année. Ce sera online encore, malheureusement. On a réuni pas loin de 400 personnes l'an dernier, notamment grâce à vous, aux communautés Meetup, qui ont été un formidable moteur pour promouvoir et alimenter l'événement en talk. Donc cette année, on remet le couvert et on compte sur vous pour y participer. Il y aura 500 places offertes cette année. On vous proposera de faire le salon sur une plateforme innovante qui s'appelle Work Adventure. Je vous laisserai aller voir. C'est assez sympa. Je voulais dire qu'on a à l'occasion de ce meet-up et de cette promo, rallongé l'ouverture du CFP d'une semaine. Alors, ça se finira ce week-end. On ferme le 9. Donc, si vous avez des talks à proposer, on n'en a pas assez sur HashiCorp cette année. On n'en a qu'un seul. Donc, moi, j'aimerais bien en voir plus. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas. Et en tout cas, soyez tous les bienvenus à CloudWest cette année. Et comme vous pouvez le voir, et je vous rends la main juste après, CloudWest a fait des petits, puisque maintenant, on a Cloud Sud, Cloud Est et Cloud Nord. Et on se cadence ça sur un rythme de tous les 3 mois. Et on reproduit l'event, en fait, 4 fois par an. Voilà. Merci beaucoup à vous. Et puis, bon meet-up. Je passe la main à Tom. Voilà. Au revoir. Merci Thomas, c'est sympa d'être venu nous présenter ça. Et puis, on partage le lien également dans le chat pour ceux qui souhaiteraient prendre leur place. Super, merci. Avant de vous présenter l'agenda, je voulais vous dire qu'on avait pour la première fois mis en place une petite plateforme pour prendre vos feedbacks sur les différents talks qu'on va vous présenter. C'est hyper simple, c'est un petit lien, je vous enverrai le lien à la fin de chacune des présentations. Vous avez juste à voter pour ce que vous en avez pensé, laisser un petit commentaire sur des axes d'amélioration, sur ce que vous avez pensé de la présentation et du speaker. C'est hyper important pour nos speakers pour pouvoir s'améliorer, pour continuer de progresser et d'améliorer leur talk. Donc, merci pour eux. Et maintenant, je vais passer à l'agenda. Donc, on aura un premier talk de Tom Straub, qui travaille chez HashiCorp. Je vous laisse lire. Hein. Le talk sera donné en anglais, donc Developing Terraform Modules for Scale. On aura ensuite Marc qui travaille également chez HashiCorp. Merci Marc d'être avec nous. On va parler des boundaries et après il y aura Mehdi Laruelle de chez Devoteam Revolve pour un talk sur la sécurité. Sécuriser votre déploiement Terraform dans AWS avec GitLab CI et Vault. Je crois que j'ai encore une dernière slide avant de laisser la main à Tom. Non, il n'est pas dispo pour la dernière slide. Tom, are you here? I am. This is your moment. So thank you. I give you the mic. Have all you a very good meetup. And if you have any question, please ask it directly in the chat, and we will get it at the end of Tom's presentation. Have a very good meetup and see you in 20 minutes. The floor is yours, Tom. Yes, certainly. Okay, so maybe if you could stop sharing, we'll go ahead and. All right, let's do a quick audio and video check. Everyone see this okay? Yep. Yeah, okay, great. Well, thanks everyone. I'm happy to be here, excited to talk about Terraform today. And thank you for the organizers for giving me the opportunity here. Go ahead and jump right in. So my name is Tom Straub, and I am the delivery manager of infrastructure as part of our services team at HashiCorp. And really what my team and I do is we work with our enterprise customers to deploy and adopt and scale not just our enterprise platform, but Terraform in general, right? And what I really like about this position is I get to see a lot of different, customers that are at different points in their Terraform journey. And they
create very creative solutions based on their particular challenges and their maturity within just DevOps in general. It's a great position to be in because I get to talk about Terraform all day, which makes me happy. And I've been working with Terraform for it seems like a long time, and it's great to see the product evolve to where it is today, and really excited where it's going to go in the future. And I humbly have been given this, or I humbly wear this nickname, Terraform Tom. So hopefully I live up to that today. There's a few links there at the bottom if you'd like to find me on GitHub or LinkedIn. And I'll be sticking around after this. So if you have any questions, just drop them in the chat. Well, so Terraform modules at scale, this is a common challenge that we see. So real quick, let's just cover some basics here. So what is a module, right? I always like to think of a module as really just a container of Terraform. Oftentimes, it'll live in its own repository, although that's not necessarily required, depending on how you have it set up. And it's really just a set of Terraform files at the core technical level. Now we'll dive a little bit deeper to see how we can allow this to scale, because it's certainly not quite that simple. And when I have this, this container of Terraform, I can leverage the module reference here to source that in. And a Terraform module source can be a lot of different things. Something as simple as a Git repository, could be a local path. And it also could be, what we'll talk about in a second here is what is known as a Terraform registry. The important thing to understand here, though, is that this source meta argument is a string literal. So it cannot be interpolated. We can't inject variables into it. It's by design a string literal. So those have some important implications at scale. And really, how do I interact with that module with some inputs and outputs, right? Now, if I do leverage something like the Terraform registry, which has both a public and a private offering, the public and anyone can use. You can go out there today and publish and consume. Certainly, not all customers want their code out in the public space. So we offer a private version as part of a cloud or Terraform Cloud or Terraform Enterprise feature. But the real important thing here is it adds the ability to version. So you get this version meta argument, which is really powerful. Now, when we introduce this concept of modules, we are also creating a new dynamic around producers and consumers. And this is really important to understand and also to embrace if you want to scale. If I'm a producer of a Terraform module, I'm interested in making the right thing. I also might be a subject matter expert within my organization around Terraform and even the cloud, or if we're in multiple clouds, right? And I control the inputs and outputs that this other role would take on, being the consumer. And their concern is, they want to get the right thing, right? Now, they certainly need to understand some form of Terraform, but they may not necessarily be a subject matter expert. So their entry level might be a lot lower. This allows us to scale because I don't have to make everyone an expert in the tool. And but from their perspective, a module is really just a black box, right? Again, they have inputs and they have outputs. So understanding this is really important for scale. Now, when I go to write a module, the question of, hey, when and what, right? When should I module and how big should my modules be and things like that? Now, certainly you can go down the how many resources are in a module, and that can give you some indication, but not a great, that's not a great way to look at it. A better way to maybe look at it is a few of the key considerations here. The first one being blast radius. So if I've deployed a module and I were to run a Terraform destroy, how many resources are affected, right? What's going to happen to that infrastructure? Obviously, it's going to be destroyed, but
how much is going to be destroyed. Another one is, the rate of change within those resources. So it could be the rate of change for all of them, but also relative to each other. Kind of a rough idea here is if I'm deploying security group rules, and exposing a few ports, that may not change very much. It may just be port 443, right? But on the application side, maybe I'm doing a lot of iterations and I'm, constantly improving how that infrastructure runs. That might change more frequently. So you might want to look at a module that contains both of them. Does it make sense? And it certainly could, but it's a good thing to consider as you're looking at how to break up modules. And the last key consideration here is what is dependent on my module. And it kind of goes back to the Terraform destroy. But if something's using the resources that I'm creating, if I go and delete them out of band, like what impact does that have? This also will give you some good insight into when and how to module. And also, what is the rate of their change can also be impactful. Now, when you do actually jump in and start writing modules, what are some of the things that we need to be concerned about at scale around how we structure that? Again, typically I would lean into it being its own repository, but it may not be. But what are some of the things within just that module that we want to think about? The first one is kind of a common naming standard and consistency across the Terraform files. You'll see this often where variables might be in a variables.tf file, outputs might be in an outputs.tf file. At the end of the day, Terraform doesn't care what these files are called. In fact, it just looks at anything with the .tf extension. But as you can imagine, as you're onboarding new people onto your team, that consistency, again, back to that producer consumer, is going to be easier for them to understand and be able to follow. So it's not so important what you call these, but that you're consistent. Another piece is documentation. Every modern VCS out there, when you navigate to that repository in a web browser, what do you see? And it's a rendered version of the README file. So that's not by accident. It's very useful. So, okay, have a README. I think everyone probably is doing that today, but what should we include in that? The first thing is, why does this module exist, right? What's the reason behind it? What came to, what does it do? Maybe what does it not do? Also some important notes about maybe some known limitations. And these could even be cloud limitations based on how the Terraform is being implemented. And also maybe internal links, right? To, ticketing systems and things like that. And the last thing that I really like to see in the README that we see very much in the open source community, but I don't see it quite as much in the closed source when you're kind of going behind corporate, repositories is how do I contribute or raise issues, right? So if you're using like GitHub, maybe you have an issues template that's in there. Maybe there's also, links to internal docs for that, but you want folks, documenting what's going on and how they're using it. Changelog is another one that is really important. Embrace change. It's going to happen. It is inevitable. So the first time you deploy a module is not going to be the last. So as you're making changes, what are those changes? What's the information about those things? And we'll talk a little bit about versioning here in a minute, but that can play into this as well. But just general change, like why has this thing changed over time? For especially complex modules, having some kind of examples directory to highlight not just how to consume that module, but also the intended reasons or the intended ways that this module is intended to be used can be really powerful. If it's something very basic and very simple, you could probably just tuck this into a README file. But again, as things get flushed out, this can be really powerful to help those consumers understand how to use it. And then the last piece here, this is, testing is a topic all in itself. It can get rather deep, but if you do have some kind of standardized testing, hopefully even automated,
having a test directory that follows some other standardization is really good. The point there to all of this, though, is modules have overhead, right? They're not free. So think about that as you're going into the wild and creating modules. Understand that there is a return on investment here, and you need to understand what you're getting out of it so you don't become too granular or not granular enough. Okay, so we've talked about modules and repos. Let's look at a little bit of code here. So one of the common scenarios that we have when we're trying to scale is there are a few gotchas that we can run into as we're developing a module. And I'm going to highlight one of them here that is pretty simple to understand, but has really big impacts. So in this case, maybe I'm writing this module and I'm doing something with the security group, right? The specific resources here don't really matter, but at the end of the day, I need a VPC ID in this case. And this is a pretty common approach. So inside my module, I've declared a variable VPC name that the consumer will give me. And then I can use a data lookup, right? Within the data resource of a Terraform configuration and look it up and then use that for all my security groups, right? This works. You've probably seen this a lot of time. You might have some of this in your code right now. The issue that we run into is with this data lookup being inside the module. And what are some of the problems with this? Well, this data lookup, there are many ways to look up a VPC in AWS. In this case, we have declared the only way to look it up is if you have a name tag that is set to the VPC name. Also, if the VPC were to be deleted in this case, out of band, that data lookup would fail running something as simple as a Terraform plan, and it could potentially restrict you from running further operations on your infrastructure. Maybe it's even a cleanup, right? And also, if you're using this module in a lot of places, that lookup is happening in each module call. So in the advent of Terraform 13 with for each, we are seeing more and more module calls. You could be adding additional complexity, which, may not be a big deal at scale of 5, but maybe a very big deal at a scale of, 500 or 5,000, right? So how can we look at this a little bit differently, right? It's a very simple pivot. So instead, my module code is just going to go right at this. I just need a VPC ID. That's all I care about. So I'm going to expose a variable here. And this is kind of leveraging what, in the kind of the programming world, what we would call the dependency injection principle. So I'm pulling out the lookup. I'm just saying, hey, I need the ID and I can't work without it. Well, that only solves half the problem, right? I still need to look it up. So using this module, I can then move that VPC lookup up a level. And now my consumer can determine how to look that up. So if they're using a tagging structure, like we were in the example, great. If they were using a different tagging structure or they were looking it up some other way, they could do that. So it doesn't really change much. But what if the consumer is actually creating the VPC as part of, their larger deployment is, maybe creating some infrastructure and then, or some networking and adding things onto it. They can just create the VPC directly and then reference it just like they would any other resource. Or maybe VPC lookups are complicated and the data source isn't really a great way to do that. And there's an upstream process that's giving it to us. We can expose it just as a variable. Now, you can say, Tom, all we did was, move the lookup up a level. But why is this important? Well, the reason why this is important is because now my module, I can use this in all 3 of these scenarios and potentially more, and I didn't have to update the module. So that's what's really important here. Again, at scale, think about, hundreds of developers using this module. So really important, kind of a quick, look into dependency injection, if you're not familiar with that term, but something to keep in mind. Okay, so let's run through versioning here. This is one of those day 2 things with modules where we think, okay, we deployed our modules and we're using them and it's great. But now we need to make a change.
So this is where a registry can be really powerful. There's other ways to accomplish this that aren't quite as clean, but the concepts are still hold. And within the registry, we force upon semantic versioning. Now, semantic versioning is nothing new. This is not unique to Terraform, but very powerful. And really just a breakdown of, hey, if I'm just fixing a bug or maybe fixing a typo and I want, this change to be propagated for everyone using, this current version, I might update a patch, the patch number. If it's maybe I'm adding a new resource, it is reverse compatible, but, I want people to opt into it, I can use a minor version. And then, if I'm completely rewriting the module, has kind of different resources and things like that, I might bump a major version. The kind of takeaway here is just because you say you're doing this, are you actually doing it? And what I mean by that is if I want everyone to accept the latest patch version, I should probably test that. So in this case, if I have a test framework set up, maybe I'm deploying version 1.0.0 somewhere in a sandbox, and then I'm applying patch version .1 and .2 and .3, whatever version I'm testing to make sure that it works, right? And I might also do that with minor versions. And I also, may opt not to do that in major versions, right? So it depends on how reverse compatible you want to be, but this is a pretty typical setup. The takeaway here is define what this is for your organization and try to take steps to start automating these things to ensure that you're not shipping a module with the bad version. Now, I kind of talked about getting patch versions for free. Well, the way that happens or can happen is that version is actually what we call a version constraint. And we can leverage, in this first example, we can just go right at a very specific version says this is exactly what you need. Now, again, keep in mind, that's a string literal. So any update to that version, I'm going to have to make a code change. That may be exactly what you want, but it also might introduce some challenges for you. So one way around that is to use my favorite version constraint, which is pessimistic versioning. And this will take the last digit and automatically increment it in that version. So in this kind of basic example, that middle guy here, 1.1.0, because in my versions that I have deployed 1.1.2 is available, it's going to automatically grab it. Now, again, this is where testing becomes very important because you wouldn't want this to happen in production without some gates. The last thing I want to mention about versions as you're going through this is you need a process to deprecate. You will ship versions that are not working properly. So have a plan to accommodate that. All right. So in the time remaining, I just want to go through a little bit less about modules and more about some development goals that you should set to ensure good Terraform code. Certainly very applicable to modules, but this can be kind of generally taken in really any Terraform. And there's three kind of points here, right? We want to fail fast, right? So we want to know there's a problem sooner than later. We want to move that testing left. Again, we want to actually, put wheels to the pavement before we go to production. And then also we want to increase confidence. So these are very standard DevOps-y type statements. So let's just talk a little bit about what they mean. So if I think about writing Terraform, at the very, very beginning, what do I have? I have Terraform that's probably in some kind of IDE that could just be a basic text editor, VS Code, a full-blown IDE, whatnot, right? And I can run my Terraform init, plan, and apply. And, if I'm using an IDE, I might have some kind of plugin support. And this is where I will pitch that, HashiCorp actually maintains and supports a language server provider for VS Code, which is really powerful. So a developer might get insight that there's a problem as they're writing code. So I think we would all agree that if we could solve all problems this way, this would be great. But as we see, that's not necessarily the case. So now I've written the code, my plugin, everything says everything's good. I've done some basic things. What are some other things I can do, right? The next step is, hey, simply running a Terraform format is a good way, one, to catch me some basic syntax errors, but also to normalize your code with proper spacing and things like that. Certainly this is not required, but it is just kind of a good idea, especially early on.
Terraform Validate is a subcommand that we offer that does give a little bit further validation. But again, it's not reaching outside the box or outside your host. So it's not really doing anything with the cloud at that point. And then also just basic linting. There's several third parties out there that have linting tools, but all of this is kind of a bucket I would call static code analysis, and can be really, really powerful. And of course, you can always automate this in your CI tooling with something as simple as like a GitHub action or whatever tooling you're using. And we can check this on pull requests as well. So really powerful. So now we have plans. So I can run a plan, and this is actually going to interact with the cloud APIs. However, it's really read-only. So I might get a plan time failure, but and so it's good to run a plan, but it's not the full story, but it will give me some insight into that. And the govern piece here, this is really specific to our enterprise and cloud offerings, but you get the point here where in between a plan and apply, I could run some governance checks to see if I'm in compliance and rules that I as an organization have kind of written. So I may restrict which regions I can deploy to, things like that. Again, this is useful information for a developer because they might have written something that doesn't comply with compliance. Now, again, they would see this before they're actually trying to apply. And then you have the apply. Now, the apply is where you're actually creating and destroying infrastructure. So this is really where you can build confidence. So if you're only doing this at production time or when you're ready to actually make changes, it can be a challenge. So if you're not doing this in the development cycle, it can lead to a lot of churn. So let's just really quickly, I just have a few more slides here, talk through what do I mean by, kind of releasing in production. So let's set this up. So I have a workspace. Now, again, I'm using Terraform Enterprise as an example, but this could just be anything in the open source, any type of build server. It could just be your your local host or a jump box if you need it, right? And here I have a module, just some basic object storage. I'm sourcing it from somewhere in the private module registry and giving it version 1.0.0. In my registry, I have object storage as a module that's deployed. It's backed by a repository. So we're in pretty good standing here, right? Now I need to make a change. I have 1.0.0 deployed currently, and that's what everybody's using, but I need to make a change. So I open up a pull request, I merge and tag it, and now I'm at version 1.0.1. Okay, well, because my version's hard-coded in my module declaration, I have to make a PR there. So I do the same kind of thing. I do a pull request and I merge. And this goes out and applies it. And I go through all of this to only find out that I made a mistake. So this is what I mean by kind of testing in production. So what do we want to do inside this PMR change? And really, we're talking about the repository change generally. What we want to do is we want to focus on this and try to get ahead of those types of challenges. So I'm just going to cycle through here to the last slide here. This is where we would have some kind of release pipeline. If you go back to that version slide where I'm saying, hey, I'm deploying something and then, doing some tests against it. This is what I mean, right? So syntax validate, that's a very static code analysis check. That's really easy and non-expensive. But something as simple as deploying that module to a sandbox, running an apply, and then running a destroy to clean it up, that kind of green across the board, everything worked properly, gives me some confidence that when I actually go to deploy, I'm going to be okay. Now, this does not guarantee confidence, but it will help increase it. And in the previous example, would likely help get around some of those challenges of finding an issue later down the pipe. All right, I'm just going to, okay, so I want to just leave you with a couple other things before we open up for questions. Just a couple additional thoughts that aren't really covered here. Discoverability. People need to be able to find and understand your modules. Very important if you want to scale. I talked about the release pipeline.
do something there, right? I gave you kind of a simple example. They can get more complicated than that. And then also the last one's probably the most important. Only module when you're ready. So you can play around with these things in like a nested module situation within a repository, but don't go in with the idea that you're just going to create 100 modules right off the bat, because you're likely to create more overhead than it's worth. But evolve that over time. Don't jump into more modules than you need. All right, with that, I'll open it up if anyone has any other questions, or has any questions rather. Well, thank you. Thank you very much, Tom. Well, we do have a first question, but it's in French, so I'll try to traduce it. Sorry for my poor English if it's incorrect. Yeah. I try to do my best. So, is it possible to automate the creation of a subnet Azure in a VNet that already contains other subnets? So the question is coming in English. While you determine automatically a range of IP, That's a good question. Okay. So the IP range is going to be a challenge. That's kind of a different challenge, but maybe answering the first question. So if I have a VNet deployed, because subnets in Azure are, I hate to use the term sub property or sub resource, but it's dependent on that VNet. So I can't have a subnet without a VNet. If you already have that deployed, your first step would be importing that VNet into Terraform. You can't add a subnet to like, you would need to import the VNet, and then you could start to add additional subnets there. So there may be a resource to do an attach on a VNet, but this is a common challenge that organizations have early on when they have an existing, especially networking set of infrastructure created. Terraform operates much more cleanly when everything's net new. However, we don't all live in that amazing world. So Terraform import is a good way to bring in existing infrastructure in that you can then leverage the power of Terraform to continue modification. Perfect. Thank you, Tom. So Pascal is asking, how do you manage refactoring of code and TF state, Terraform state? Is not really easy between some modules. Yeah, and this is a great question, because if I have some Terraform that I have that's already deployed, and I am now refactoring into modules, it may not even look the same. So depending on how big of a change you make to that structure of the actual resources, that can be painful. So the best way is to kind of do a like for like, meaning just move the code. You're not changing how those resources look, like their names, like especially in Azure, not that this is specifically asking about Azure. Keep everything kind of the same, get it modularized, if that's a word I can use and make up here, and then start to refactor the Terraform. So there's refactoring for modules, and there's maybe better suiting that module for scale. So I would try to decouple them and take the first step into creating the modules that make sense. Ultimately, you're going to have an easier time on net new for sure. Ben is coming back to his first question. How do you determine the unallocated IP range? Yeah, I think that's more of an Azure specific question. So like most cloud platforms, there's a certain number of, like if I create a /24, there's like, I think in Azure, I think it's 5. And I think it's always the first 5 IPs. I'm not entirely sure. So you could do some logic there. Yeah, but you're going to have to write some kind of out of band, maybe using the Azure CLI to kind of query everything that's available. It's a common question, but it can be a little bit difficult. I don't have a great answer for that one. All right. Well, Tom, thank you very much for your presentation. It was a pleasure to have you today.
Where are you Play- based? I think you're not in Europe. Correct. Yes, actually, I meant to mention that I am coming from Nashville, Tennessee. So Right. right at the middle of my day here. So pleasure having you all to talk to. So I appreciate the opportunity. Also, just to mention that these slides will be available, I believe, in the Yeah. Slack. So. On the Slack, and Mehdi, thank you, Mehdi. You already released it on the Slack, so it just did it. So thank you, Mehdi. And so in French, vous pouvez retrouver les slides de Tom sur le Slack. Je vous repartage le lien juste après. Well, thank you very much, Tom. All right, thank you. Cheers. It's time to go to our second speaker. On repasse en français. Salut Marc, comment tu vas? Oui, salut, bonsoir tout le monde. Très bien. Donc, je vais partager mon écran. Super, bah écoute, je te laisse la parole. Si vous avez des questions Merci. pour Marc, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et moi, je vous repartage également le lien pour donner une petite note sur le premier talk de la soirée. Bon talk, à tout à l'heure. Excellent, merci. Qu'est-ce que tout le monde peut voir mon écran? Ça marche? Ouais, je pense que c'est bon. Ouais. OK, excellent. Alors, merci. Avant tout, je m'appelle Marc. Je suis un parrain ici sur HashiCorp. Je suis basé sur le Royaume-Uni, juste au sud d'Oxford. Je suis francophone. Et j'ai bossé entre beaucoup des entreprises, pas seulement au Royaume-Uni, aussi à la Suisse, la France, l'Espagne et aussi le Québec et les États-Unis. Je bossais avec DevOps, il fut déjà 10 ans. C'est quand encore s'appelait WebOps. Et voilà. Je suis aussi ambassadeur de le DevOps Institute. Si vous pouvez savoir en plus, je vais être disponible toujours sur le Slack de l'EHUC de France pour des questions relationnelles avec DevOps ou des activités sur le DevOps Institute. Et je suis aussi organisateur de London DevOps. C'est le deuxième meet-up de DevOps plus grand du monde et aussi organisateur de le DevOps Exchange à Barcelone. Je suis de Barcelone, c'est logique de faire ça. Alors, on va parler un peu avec des Bandari. Bandari, c'est un des nouveaux produits de HashiCorp. C'était annoncé le octobre de 2020 les HashiCorp Digital. C'est les premiers produits avec Waypoint nouveaux des HashiCorp de les dernières 5 années. Donc, c'est super excitant d'avoir ces nouveaux produits. Et c'est exactement qui fournit Bandari. Bandari, il essaye de résoudre cette proposition. Quand on veut accéder sur une plateforme, on peut accéder sur une plateforme surtout depuis l'extérieur des réseaux des business. C'est toujours difficile. On a besoin d'un clé de VPN, on a besoin d'un MFA, on a besoin d'avoir l'accès des réseaux corrects. Aussi, il peut changer toutes les règles de firewall. On peut couper l'accès et surtout tous les crédentiels qu'on utilise pour accéder sur les différents systèmes. Ils ont besoin d'être en main de les personnes et ces crédentiels, ils sont des faits chez les personnes, mais c'est en train d'accéder maintenant. Alors, avec Bandari, des choses qu'on peut faire, c'est d'avoir un onboarding que c'est facile parce qu'on a toute l'intégration avec les CSO de les business. On a besoin d'avoir une connexion qui est toujours stable, c'est qu'on peut tunneliser toutes les communications de l'intérieur de le réseau et que c'est toujours protégé et sécurisé. Et aussi, on peut avoir des règles qu'on va voir après pour avoir des accès corrects pour des personnes ou des groupes de personnes sur différents systèmes. Et il est capable aussi de cacher tous les différents crédentiels de la même façon qu'on peut faire avec Vault. Et de cette façon, on ne partage pas des crédentiels qui sont critiques pour les business de continuer. Bandari, de la façon qu'il marche, c'est que une fois que l'utilisateur a besoin d'accès, de connecter sur le système,
on va mettre une authentification et cette authentification, il peut être avec SSE, il peut être interne à Wandary, mais aussi il peut utiliser un des modules qui sont déjà disponibles pour faire des SSE avec des différentes solutions. Ça peut être AWS, ça peut être Azure ou Google Cloud ou GitHub, etc., etc. Une fois que la personne est autorisée, il peut générer des sessions pour faire des connectivités sur des différents systèmes. Et aussi, on peut avoir une intégration avec Volt pour créer des secrets dynamiques pour cette connexion. Une fois l'utilisateur est autorisé, on peut créer des crédentiels pour les prochaines heures, par exemple pour être administrateur d'AWS, et une fois que les connexions il expiré, et cette personne il devient pas plus d'administrateur. Wandary, comme on a dit, s'utilise pour faire ça, pour faire des SSO, c'est toujours extensible, c'est de la même façon que le reste de notre produit. On peut créer des modules pour intégrer Wandary avec différents systèmes, différents back-ends, différents systèmes d'authentification. Et c'est toujours compliant aussi, parce qu'on a des visibilités de la session de les utilisateurs. On peut aussi couper les sessions si on détecte une session que c'est utilisé pour des personnes qui ne sont pas autorisées ou qui font des choses qui peuvent être un peu suspicieuses. Et aussi, on peut toujours faire les gouvernances et sécurité de toutes les connexions entrantes et découper quand on veut. Alors, des goals de Wandary, c'est toujours qu'on a d'accès sur des mondes. De cette façon, c'est plus facile d'accéder sur la plateforme pour des personnes qui ont l'autorisation. Aussi, il marche très bien avec des environnements dynamiques, comme on va voir. C'est très facile d'utiliser et comme tout le reste des produits de HashiCorp, c'est open source. Tous les codes il est disponible sur GitHub et toute la documentation est disponible sur notre lien web et on peut toujours essayer et pratiquer avec Wandary et faire de l'apportation si on veut sur les codes. Wandary, il a des différents composants. Les plus importants, c'est les contrôleurs. Les contrôleurs, c'est les mêmes, c'est très pareil à les serveurs qu'on a sur Consul, sur Volt. C'est qui maintient la cohérence des données et c'est qui disait la source de vérité de la plateforme. Normalement, avec un contrôleur, ça marche, mais pour production, on recommande d'avoir 3 pour éviter qu'on a des problèmes de disponibilité. Et aussi, on a les workers. Workers, ils sont comme des agents de Wandary. Les workers, il va faire tout le travail de mettre toutes les tunnelisations, des connectivités de tous les différents systèmes qu'on veut accéder avec Wandary. Et des workers, on peut avoir un ou plus d'un. C'est clair que, et comme les agents, que des plus de workers qu'on a, des plus distribués, toutes ces tasks qu'on va voir. L'architecture de Wandary, c'est ça, c'est sur la documentation de Wandary qu'on a déjà disponible. On peut voir, c'est facile, mais en ce schéma, c'est un peu compliqué, mais je préfère t'expliquer un peu plus comme ça. On a les contrôleurs qu'il va écouter sur le port 9200 pour les user interface, et le 9201 pour l'API, pour faire tout type d'opération sur les contrôleurs. Les contrôleurs, il va connecter sur un PostgreSQL. PostgreSQL, c'est les backends des données de Wandary. C'est sur là qu'il va écrire toutes les différentes données qu'il besoin. Pour l'instant, c'est l'unique backend qu'on supporte sur Wandary. Je pense qu'au futur, on va voir plus. Et après, on a les workers. Les workers, il va coûter toujours sur le port 9202 et il va connecter, authentifier sur les clusters des contrôleurs. Et une fois que l'utilisateur il a besoin de faire une connexion, il va connecter toujours sur les ports 9202
et les différents workers et on fait des tunnelisations d'accès pour accéder sur Frost. Et ça, c'est l'architecture basique des Wandari. Dans Wandari, on a une chaîne des trusts, que c'est tout basé sur KMS, et on peut utiliser Vault, on peut intégrer Wandari avec Vault pour avoir les sources de KMS de toutes ces différentes accréditations et des certificats comme besoin pour mettre en fonction Wandari sur Vault pour avoir plus de sécurité. Wandari, pour organiser toutes les données internes, pour organiser les différentes fonctions qu'on a, et on a toujours ce type de schéma. Surtout, on va voir de différentes organisations. Cette organisation, ils sont les groupes plus gros qu'on peut avoir dans Wandari. Les organisations par défaut, c'est l'organisation globale. On ne recommande pas d'avoir des utilisateurs qui ne sont pas administrateurs sur l'organisation globale. Et après, on peut créer des organisations qui vont être en copie, en miroir des organisations des dons d'entreprise. Et chaque organisation, il va avoir une méthode d'authentification qui peut être SSO, qui peut être interne sur Wandari. Et avec des users, c'est toutes ces users, on peut créditer avec des différentes méthodes d'authentification, mais une fois que l'utilisateur il est accrédité, on peut assigner un rôle. Et ce rôle, ça peut être assigné pour des groupes d'utilisateurs. On peut créer un groupe et assigner ce groupe à l'utilisateur, ou on peut assigner les rôles directement sur l'utilisateur même. Et ce rôle, il va définir les différents permis que l'utilisateur a pour l'accès des différents systèmes des dons de la plateforme. Une fois qu'on a fait ça, on peut créer des projets dans l'organisation. Ce projet, il va être des différentes subsections de la plateforme. En cet exemple, c'est QA test. Mais pour exemple, on peut avoir un projet que c'est pré-prod, un projet que c'est staging, un projet que c'est production ou production en sécurité. Et avec tous ces différents projets, on peut voir des différents catalogues des hosts. Ces catalogues des hosts, on peut utiliser par exemple les consuls pour populer ce catalogue. Et on peut directement enregistrer de différentes machines sur les recettes. Une fois qu'on a fait ça, toute cette recette, il va être toutes de la même fonction. Mais par exemple, si on a des serveurs des bases de données, on peut avoir un groupe que c'est serveur base de données avec tous les différents IP et des façons de connectivité. Et une fois que ça s'est fait, on a un target. Et ce target, c'est une méthode de connectivité sur cette host. Parce que, par exemple, si on a des serveurs Windows, on peut avoir RDP, mais aussi on peut avoir une connexion sur le web UI de MS SQL Server. Ou on peut avoir sur un serveur Linux, on peut avoir un target que c'est les ports 22 pour CQ Shell, mais aussi on peut avoir un target que c'est les ports K43 pour accéder sur HTTPS à la serveur. Voilà, une fois qu'on a expliqué ça, on va faire un petit démo. Et cette petite démo, on va montrer rapidement. C'est ça l'interface d'utilisateur de Wandari. Une fois qu'on a fait l'authentification sur la plateforme, sur le système, on peut voir ici qu'on a des différentes organisations. Maintenant, on est sur l'organisation globale. Mais, par exemple, on peut aller sur l'organisation corporative. L'organisation globale, c'est une organisation spéciale. C'est l'organisation d'administrateurs de tous les systèmes. On peut voir l'utilisateur global, des groupes globaux, rôles global et méthodes d'authentification globale. Ça, c'est pour l'administration de Wandari même. Mais après, on peut aller, par exemple, sur Group One, que c'est une des organisations ici. Sur Group One, on va voir, Group One, voilà, on va voir des projets. Les projets, c'est des différents systèmes qu'on peut accéder avec Wandari. En ce cas, c'est les Core Infrastructure, mais on peut avoir un projet que c'est base de données. C'est pour avoir un projet que c'est web front-end, n'importe pas. On va avoir beaucoup de projets. On a des utilisateurs
tous ces utilisateurs, ils sont utilisateurs qui sont directement liés avec l'organisation. On peut avoir différents groupes d'utilisateurs qui sont sur différentes organisations, et on peut avoir des différents groupes. Chaque groupe, il va avoir lié avec les groupes, on peut avoir un rôle. Et ce rôle, on va définir sur là, rôle administrateur, rôle admin, rôle read-only. De cette façon, on peut faire un link direct de les différents rôles sur l'utilisateur, mais aussi on peut faire des links sur les groupes. Et après, on a le méthode d'authentification. En ce cas, c'est simplement un mot de passe. On peut intégrer, si on veut, par exemple, sur Active Directory ou sur LDAP. Voilà, une fois qu'on a vu ça, on va voir rapidement. Voilà, tout le monde peut voir mon terminal. Je te Oui. confirme qu'on voit bien. Est-ce que tu peux zoomer un petit peu? Par contre, ça pourrait être intéressant de mieux voir. Là, Super. il est comme ça? Excellent. Parfait. OK, excellent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire ça. Alors, avec cette commande-là, on va authentifier l'utilisateur. C'est un utilisateur qui est externe. Les host method ID, c'est le nom des méthodes qu'on va faire servir pour authentifier. En ce cas, c'est les méthodes des passwords. On peut utiliser un nom d'utilisateur qui est admin et les passwords que j'ai cachés parce que les clusters, sinon, tout le monde y peut accéder maintenant. OK. Resource not found. OK. Donnez-moi un instant que je vais chercher. Ça a changé. Désolé. Simplement besoin de changer les méthodes d'authentification ici. Je pense qu'il ne marcher pas. Les démocodes, ils ne sont pas bons avec moi aujourd'hui. OK, pardon. J'ai besoin, avant tout, c'était mon faute. J'ai besoin de mettre l'adresse pour connecter sur Vandari. Et voilà, une fois qu'il est l'adresse, il est en place. Maintenant, ça, il va marcher exactement. Alors, une fois qu'on a fait l'authentification, on va voir qu'on a une expiration. Cette expiration, ça va être d'ici une heure. Et on a un token et on a un user ID. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut connecter sur une ressource. On peut utiliser les ressources de la connexion sur les clusters, même des consoles qui j'ai sur mon plateforme. Ce cluster de consoles, il n'est pas accessible sur l'extérieur. Et on a les proxys sur notre localhost avec cette porte. Et une fois que ça c'est fait, je veux partager de nouveau mon navigateur. On est de nouveau sur le navigateur. On va mettre et voilà, on a connecté directement sur le service console. Je peux voir les nodes et tout le reste et peut faire toutes les opérations. Et maintenant, je vais mettre ça.
on peut aller sur là et sur le projet. On peut voir des sessions qu'on a. Maintenant, on a cette session qui est active, c'est la session qui connecte directement avec Consul. On peut toujours couper la connexion si on donne ici à Cancel. Voilà, enfin, une fois que ça s'est fait, on essaye de faire un reload là et ça ne va marcher pas parce qu'on a cancellé. Mais si je vais de nouveau sur le terminal et j'ai créé une nouvelle connexion à nouveau, il va générer un port différent parce que chaque fois, il génère un port complètement random. Et voilà, maintenant, de nouveau, on a la connexion sur Consul. Et cette connexion sur Consul, ce n'est pas public, c'est tunnellisé directement avec l'encryptation sur Bandari. Alors, il semble que le démo, il a marché. Et on peut dire un petit warning sur Bandari. Bandari, c'était annoncé le octobre. Maintenant, il est sur la version, si je rappelle bien, c'était la version 0.1.8. Ça veut dire qu'il est très nouveau. Et il a des choses qui changent chaque semaine. Par exemple, cette démo, il ne marchait pas, il fait 2 jours. Et hier, il a marché de nouveau. Chaque semaine et chaque jour, on fait des changements. Ce n'est pas recommandé sur production pour l'instant, mais c'est intéressant déjà de mettre un peu d'effort pour apprendre un peu comment il marche Bandari et de voir des propositions et d'options qu'il a pour la société. Alors, si on veut apprendre plus, on a toutes les documentations qui sont complètement publiques sur bandariproject.io. On a aussi sur notre portail d'e-learning déjà de petits démos et des petites choses à apprendre sur Bandari et notre roadmap des fonctionnalités qu'on peut mise en place sur Bandari. Il est complètement public. On peut toujours accéder sur là. Alors, comme Bandari, c'est pour nous, c'est en extension de tous les différents produits qu'on a. On utilise Vault pour faire l'authentification des machines et des personnes. On utilise Consul pour définir un réseau, pour faire des connectivités de machine à machine. Bandari, c'est pour toute la connectivité qu'on a des humains à machine, et les SSE pour faire de l'authentification externe si on a besoin sur la société de faire de l'authentification unique sur un centre qui peut être Active Directory, LDAP ou des choses similaires. Et voilà, ça c'est tout. C'était une petite présentation. Il n'y a pas beaucoup sur Bandari maintenant, mais j'ai l'espoir que les prochains mois, on va voir beaucoup plus de fonctionnalités et d'options pour implémenter Bandari. Merci beaucoup, Marc, pour ta présentation et je t'invite à partager tous les liens là, que tu nous as montrés à l'instant sur le chat et sur le Slack. Je pense que ça pourra servir à beaucoup d'entre nous. Si vous avez des questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les remonter à Marc dans le chat pour les prendre. On a encore 2 minutes avant de passer. Alors, je vois qu'il y en a une qui est arrivée. Une question de Alan. Le SSO et l'authentification avec OpenID est-elle possible? Les authentifications avec OpenID, ce n'est pas encore mis en place, mais c'est sur les roadmaps publics, c'est sur les versions 0.2.0 et il a d'être en place. Okay. J'en profite pour remarquer le petit maillot du Barcelone que tu as sur le mur derrière toi. Oui, tout à fait. C'était pas votre année cette année. Une question de Issam. Y a-t-il moyen de chiffrer les accès? Déchiffrer les accès, toujours, Bandari va mettre un tunnel encrypté. Bandari, il utilise une source de KMS, une source de MTLS pour encrypter toutes les données et pour encrypter toutes les communications de la même façon que, par exemple, les consoles, il utilise MTLS pour faire toute la communication avec Service Mesh. Il utilise exactement les mêmes technologies.
et il est protégé pour cette communication-là. Une petite précision qui est arrivée. Les clés. Oui, avec l'intégration avec Volt, on peut chiffrer les clés. Super. Écoute, Marc, je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Merci pour ta présentation. Je vous invite vraiment à aller noter la présentation, noter ou donner votre avis sur la présentation de Marc afin qu'il puisse avoir vos feedbacks. Je vous reposte le lien juste après avoir lancé Mehdi qui vient d'allumer sa caméra. Salut Mehdi, tu vas bien? Merci Marc. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions pour Marc. Il reste encore quelques minutes avec nous. Si vous voulez lui poser des questions dans le chat, n'hésitez pas. Salut Mehdi. Bonjour à tous. Salut Julien. Ou plutôt heureux. Heureux. Eh bien, écoute, la place est à toi. C'est un plaisir de te recevoir. Je sais pas si certains connaissent Mehdi. Il a sorti quelques petites vidéos tuto en français. Donc, je vous invite à aller les voir. C'est assez sympa. Mehdi, je te laisse la parole. Bon talk, à tout à l'heure. Merci et à tout à l'heure. Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir à tous. Donc, on commence avec une magnifique vue sur le mont Fuji. Et j'ai placé quelques images, notamment dans cette présentation, des images de mon voyage du Japon pour vous faire un peu voyager. Parce que comme vous le savez, malheureusement, on est confiné. Donc, on essaie de voyager comme on peut. Donc, ici présent, Megorogawa River. Il y a 3 ans de cela, j'ai fait un talk aux Ashi Days sur lesquels je parlais un peu de Volt, sur comment on avait implémenté avec Julien, notamment la partie concernant l'intégration avec Volt, avec les applications, etc., etc. Globalement, comme vous pouvez le voir, on utilisait GitLab, notamment pour faire du provisioning au travers de Terraform, au travers d'une CI/CD, donc qui était GitLab CI. Et à un moment donné, on s'est dit, finalement, vu qu'il y a pas mal de choses qui se passent côté GitLab CI/CD, enfin GitLab CI tout court, est-ce que du coup, tout est bien sécurisé? Est-ce que notre CI est bien sécurisé? Et donc, on s'est dit, on va faire un petit tour et regarder au niveau des variables de GitLab CI. Et on avait remarqué notamment que certaines variables, notamment liées à AWS, les credentials AWS, étaient visibles, ou du moins étaient présentes sur ces variables-là. Et quand l'utilisateur avait les droits, un développeur ou même une personne avec qui on avait juste donné des droits d'accès sur le repo en question, des fois, elle se retrouvait à lire le secret et à savoir, se dire, finalement, les credentials d'AWS n'étaient pas si secrets que ça. Et on a commencé à se dire, déjà, comment résoudre ce problème-là? Aujourd'hui, le challenge, c'est qu'on va avoir des variables côté GitLab qui sont plus ou moins cachés ou pas, ça dépend du point de vue, mais ces secrets-là sont statiques. Donc, c'est un utilisateur IAM qui est statique. Donc, je n'ai pas de rotation. Et donc, comment je vais déjà faire en sorte de retirer cet utilisateur-là et avoir des credentials qui sont dynamiques? Et on s'est dit, on va essayer de résoudre ça de façon un peu point de vue AWS. Donc, d'un point de vue AWS, qu'est-ce que ça donne? On va partir sur des secrets dynamiques, donc des credentials dynamiques en utilisant plus un utilisateur IAM, mais du coup, avec un instance profile lié avec notre GitLab runner, etc. Sur le papier, ça a marché. Donc, ça nous permettait de retirer les credentials en termes de variables, etc., etc. Sauf que finalement, le challenge, on s'est rendu compte qu'en mettant une instance profile, en fait, on donnait accès à tout notre runner et globalement, nous, on avait des runners qui pouvaient être partagés. Et ces runners-là, malheureusement, c'était pas très utile en termes de se dire si ce runner-là est partagé et qu'il a les droits à côté AWS, tous ceux qui peuvent utiliser ce runner-là ont les mêmes credentials. Donc, il faudrait avoir un runner par projet avec un instance profile, etc. Et on s'est dit que déjà, au niveau gestion opérationnelle, ça pouvait être coûteux et en même temps, ça pouvait demander du temps. Donc, on s'est dit, en fait, nous, ce qu'on cherche, c'est que notre job GitLab CI puisse récupérer ces secrets et utiliser des secrets, notamment, sans pour autant se focus côté runner. Donc, ne pas autoriser un runner, mais plutôt autoriser un job à interagir avec ces secrets. Et justement, c'est aujourd'hui de quoi on va parler.
Je me présente, Mehdi Laruelle, donc je suis consultant à Devoteam Revolve et je m'occupe aussi avec Julien des HashiCorp User Group en France. Donc au programme aujourd'hui, on va voir comment sécuriser, comment répondre à ce challenge qu'on a vu jusqu'à maintenant, notamment au travers de Vault, d'un point de vue GitLab CI, d'un point de vue plus opérationnel. Aujourd'hui, comment ma pipeline peut déployer une application, quelque chose en utilisant des secrets de façon sécurisée. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va voir, une fois que je déploie par exemple une application, comment je vais être en capacité de faire en sorte que mon application puisse elle aussi récupérer des secrets quand je la déploie au travers de ma CI. Et enfin, une très rapide démonstration, puisque comme j'utilise la CI notamment, la plupart des choses sont déjà automatisées. Donc, on commence avec le premier point et on va parler notamment de notre GitLab CI. Et notre GitLab CI, notamment, va avoir, comme vous pouvez le voir dans cette photo-là, plein de petits jobs. Et notre challenge, c'est de se dire, déjà, notre job, on va l'autoriser à récupérer ses secrets. Et deuxièmement, éviter que dans GitLab, on ait des projets à tire-larigot qui vont, du coup, on va se dire lesquels sont sécurisés, lesquels vont avoir des secrets qui seront en variable, etc. Donc, faire en sorte que tous ces jobs-là puissent récupérer leurs secrets de façon sécure. Donc, le problème, on a donc un Ops, par exemple, qui va pusher de l'infrastructure as code. Donc, avec une CI/CD, cette CI/CD va exécuter Terraform. Terraform va déployer, par exemple, une base de données de type RDS sur AWS. Ça implique quoi? Ça implique que, premièrement, il faut que ma CI/CD soit en capacité de déployer cette base de données-là côté AWS. Donc, il lui faut des credentials, comme on a vu précédemment. Donc, comment je vais amener ces credentials-là de façon dynamique et sécurisée à la fois, uniquement à mon job. Deuxième challenge, c'est que ma base de données, elle, va générer des secrets. Donc, il faut que je les stocke quelque part. Donc, comment je m'y prends? Et pour essayer de répondre à ces enjeux-là, on va se dire déjà la partie base de données, au niveau du secret de cette base de données, on va la stocker dans Vault. Donc, très bien, ça résout notre problème concernant le secret de la base de données. Mais par contre, ça rajoute un autre challenge qui est, OK, mais comment ma CI, en fait, va accéder aujourd'hui à Vault? C'est là qu'on a finalement 3 challenges quand on réfléchit en prenant un peu de recul. Le premier challenge, c'est que Vault doit fournir des credentials à ma pipeline, donc qui peuvent être access key, secret key pour AWS, pour qu'ils puissent déployer cette base de données RDS. Donc, comment Vault peut générer ces credentials-là? Donc, on va le voir, la génération des secrets AWS. Deuxièmement, comment ma CI/CD va s'authentifier, et plus précisément, mon job va s'authentifier auprès de mon Vault. Donc, ça, on va le voir. Donc, on peut utiliser le Vault Agent, par exemple. Et enfin, la CI/CD, qu'elle puisse utiliser, donc mon job qui puisse utiliser notamment mes secrets. Donc ça va être plutôt, par exemple, Terraform qui va aller récupérer ces secrets, notamment pour le provider AWS. Commençons avec notre premier challenge, qui est Vault doit générer des secrets AWS. Vault peut être déployé, par exemple, sur AWS ou même ailleurs, peu importe, mais doit avoir des credentials pour, en tout cas, interagir avec AWS. On va avoir, par exemple, un ou plusieurs comptes AWS sur lesquels on va devoir générer des credentials. Prenons comme exemple que mon Vault doit générer des credentials sur le compte A. Dans les best practices côté AWS, ce qu'on nous recommande, c'est d'assumer un rôle sur le compte concerné. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir avoir un accès sur les différents comptes de façon temporaire. Et en assumant ce rôle-là, Vault va être en capacité de générer ces credentials-là. Donc vous avez ici une policy qu'on peut retrouver sur HashiCorp, donc une policy officielle, etc., donc qui est assez exhaustive pour faire maximum de choses que peut faire Vault. En fonction de votre use case, vous pouvez bien sûr réduire dans le principe de least privilege cette policy-là. Donc, OK, donc Vault va assumer des rôles pour ensuite générer des credentials sur les différents comptes AWS. Jusqu'à là, OK. Maintenant, comment ça se passe entre ma CI/CD et notamment Vault pour qu'elle puisse s'authentifier de façon sécurisée et récupérer ses secrets? Et c'est là tout l'enjeu justement de l'authentification de notre GitLab CI, de notre job en question. Et il existe en fait un backend JWT qu'on va y venir, où un opérateur, un ops qui interagit avec Vault va par exemple générer ce rôle-là, ce backend-là côté Vault.
Donc, à quoi ça ressemble? Donc, vous allez avoir, par exemple, vous allez créer en fait un backend qui va être ici de type JWT, parce que vous allez avoir des jobs côté GitLab CI qui vont justement, chaque job va avoir en fait un token JWT, et au travers de ce token-là, eh ben, la CI, GitLab CI va s'authentifier auprès du Vault, et donc Vault va vérifier en fait que ce token JWT est bien le bon pour ce job-là. Donc, dans un premier temps, on va créer par exemple un rôle côté Vault pour lui dire, bah, déjà, premièrement, moi, ça va être une authentification de type JWT. Et vous allez ensuite lui indiquer, ben, qu'est-ce que vous voulez authentifier. Et donc là, par exemple, je vais créer un rôle spécifique pour un project ID précis. Donc, on récupère le project ID, on dit pour ce project ID, j'autorise l'authentification auprès du Vault. Et vous pouvez rajouter d'autres informations qu'on va appeler ici les metadata côté GitLab CI qui peuvent être, par exemple, est-ce que vous voulez l'authentifier par rapport à une branche? Donc, quel type de branche? Donc, ici, j'ai mis la branche master. Et vous pouvez indiquer d'autres informations qui sont liées, qui sont propres à votre pipeline ou qui sont propres à votre job. Donc là, en l'occurrence, j'autorise uniquement mon projet à s'authentifier auprès de Vault. Donc, ça donne ça. Donc, je vais configurer ça à côté Vault pour lui dire, bah, t'autorises uniquement ma pipeline, mon job. GitLab CI, lui, va lancer sa pipeline avec son job et va s'authentifier auprès de Vault avec la méthode JWT. Et à la suite de ça, Vault va lui retourner un token. Et à la suite de ce token-là, ma CI va pouvoir interagir avec Vault avec les bons droits pour accéder à ses secrets. Pardon, je vous ai mis un petit QR code. Si vous voulez en savoir plus sur cette méthode d'authentification côté GitLab CI, vous avez de la documentation donc à vos téléphones pour scanner ce QR code. Je vous enverrai le lien à la fin de la présentation. Donc, si on revient sur notre problème, donc côté génération des credentials AWS, donc Vault est en capacité de générer ces credentials-là de façon dynamique et on peut même mettre un time to live qui va être par exemple de 10 minutes, le temps que ma pipeline s'exécute. Et après les 10 minutes, les credentials expirent. Et concernant le Vault Access, on a vu qu'il y a l'authentification JWT. Mais comment ça s'implémente côté CI/CD? Est-ce que c'est simple ou pas d'implémenter ça? Donc, si on regarde un peu plus près les interactions qu'on va avoir entre GitLab CI et Vault, on va avoir donc la méthode d'authentification de type JWT qui lui retourne un token. Et ensuite, on va interagir avec Vault pour récupérer et interagir avec nos secrets. Ce qui peut être un peu complexe parce qu'on va avoir deux challenges. Premièrement, on va devoir indiquer la méthode d'authentification et on va devoir gérer le cycle de vie de notre token Vault. Et deuxièmement, on va devoir faire ces interactions-là auprès de Vault. Si on prend notre CI/CD, par exemple, vous pouvez donc utiliser le Vault Agent, notamment, qui va s'occuper de l'authentification auprès de Vault et va gérer le cycle de vie de votre token. Donc, s'il expire, il va aller le renouveler. Et deuxièmement, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un provider en fait côté Terraform qui est le provider Vault, qui s'intègre très bien avec Vault et qui vous permet notamment de récupérer vos credentials. On va voir notamment un bout de code juste après. Donc, ce provider Vault, vous avez donc à configurer quelques informations, donc sur quoi je vais m'authentifier, donc quelle est l'adresse du Vault, quel est le backend côté Vault, etc., etc. Donc là, ici, on part du principe que vous êtes déjà authentifié avec le Vault Agent, vous avez déjà un token Vault. Donc vous précisez juste ces informations, où est-ce qu'il doit chercher les informations côté Vault. Et ensuite, pour votre provider AWS qui a besoin d'avoir access key, secret key, vous les récupérez de façon dynamique avec un data source du provider Vault. Et donc, à chaque fois que vous faites un Terraform apply, à chaque fois, vous allez récupérer des credentials AWS, access key, secret key qui vont être différents avec un time to live qui va être limité parce qu'on l'a vu notamment, Vault est en capacité de générer ces credentials de façon dynamique. Donc, plutôt pratique. Donc, à chaque exécution côté Terraform, vous allez provisionner vos accès du provider AWS de façon dynamique et avec un temps défini. Donc, par rapport au Vault token, on l'a dit, ça va être géré par le Vault Agent. Donc, si jamais il expire, il va le renouveler. Pareil, il va récupérer ce token-là. Et côté Credentials AWS, ça va être géré côté Vault, mais nous, de notre point de vue, côté CI, en fait, ça va être Terraform. À chaque exécution côté Terraform, il va récupérer ces credentials-là. À chaque exécution, à chaque fois que je vais avoir un job qui va exécuter mon Terraform, et moi, on va récupérer des nouveaux credentials temporaires. Côté problématique, donc AWS, le challenge a été résolu, donc notamment grâce à Vault.
Et enfin, pour tout ce qui est accès et interaction avec Vault, on l'a vu notamment, on a le Vault Agent, où vous pouvez passer même par la Vault CLI pour interagir, ou même les Call API comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, pour gérer ce cycle de vie au côté Vault Token. Et deuxièmement, on a un provider Terraform, donc, qui est le provider Vault, qui nous permet notamment d'interagir avec Vault et récupérer ces secrets-là. Je ne l'ai pas précisé, mais vous pouvez interagir aussi. Terraform va générer la base de données, les secrets de la base de données. Donc, vous allez avoir par exemple username, password de l'utilisateur admin de votre base de données RDS. Il est généré par qui ici? Par Terraform. Donc, Terraform va aussi, une fois qu'il récupère ces secrets-là, les déposer côté Vault. Donc, vous faites d'une pierre deux coups. Vous récupérez vos credentials AWS côté Terraform. Et une fois que la base de données est générée côté AWS, vous récupérez ces credentials-là et vous les stockez côté Vault en utilisant un outil qui est ici Terraform. Donc ça, c'est côté CI au travers de GitLab. Donc comment ça se passe après? Ma CI en fait ne s'arrête pas là. Je vais déployer par exemple mon application qui va devoir notamment s'authentifier sur ma base de données. Donc on a vu mon GitLab CI qui utilise Terraform pour déployer une base de données et mon Terraform va récupérer ces credentials-là et les stocker dans Vault. Donc ça a été résolu. Par contre, mon application qui est déployée va devoir s'authentifier auprès de Vault et récupérer ces secrets de base de données le plus transparent possible afin de s'authentifier auprès de celle-ci. Donc ici, on a encore un autre challenge côté application. Donc comment je peux répondre à ce challenge-là de façon la plus transparente possible pour mon application? Premièrement, votre application, si elle est déployée sur AWS, vous pouvez utiliser la méthode d'authentification côté EC2 qui vous permet, donc, par exemple, vous déployez votre instance EC2 avec votre application, etc. Donc, il va créer une instance C2. Prenez tout ce qui est secret, etc. Par exemple, de base de données, on va le stocker dans Vault. Lorsque l'instance C2 démarre, vous allez avoir des métadatas qui sont liés à celle-ci. Et votre instance C2, votre application, ou le process qui va tourner derrière, par exemple un Vault agent, va s'authentifier auprès du Vault. Et vous allez, par exemple, dire à côté Vault, tu n'autorises que cette instance C2 à s'authentifier auprès de toi, auprès de Vault, afin qu'elle puisse récupérer ses secrets. Donc, Vault va aller vérifier notamment au niveau de l'API EC2 d'AWS, si les critères sont bien respectés, si c'est la bonne instance, c'est la bonne application, etc., etc. Et si tout ça est respecté, le Vault va lui retourner le Vault token. Et à partir de là, on va pouvoir interagir pour récupérer nos secrets. Donc, quelles sont les conditions d'authentification avec cette méthode-là? Vous en avez beaucoup. Donc là, je vous ai mis une liste. Donc, vous pouvez baser avec l'AMI ID, la région, les subnet ID, les account ID, et j'en passe. Mais voilà, vous pouvez mettre un ou plusieurs critères. Donc, reprenons mon application qui est déployée sur une instance C2. Donc, je vais avoir par exemple mon Vault agent qui va s'authentifier auprès du Vault, qui va récupérer un token Vault. Et en plus de ça, on a une fonctionnalité qui s'appelle templating côté Vault agent qui nous permet de templatiser nos secrets. Donc, une fois récupérés, Vault agent peut aussi récupérer ces secrets-là et les mettre dans un fichier et templatiser. Donc, il va renderiser un fichier template. Donc, par rapport à ça, au niveau du Vault token, l'authentification, cycle de vie de celui-ci, etc., il est géré par le Vault agent pour mon application. Donc, mon application ne s'occupe pas de ça. Et au niveau secret, aussi, pareil, le Vault agent va récupérer mes secrets côté Vault. Et si jamais mes secrets expirent, Vault agent, du moins le Vault agent, va récupérer les nouveaux secrets et va les mettre à jour. Et donc, pour mon application, finalement, et aussi pour le dev, c'est transparent. Côté Ops, qui va donc déployer toute cette partie-là, c'est automatisé. Et donc, du coup, plus personne a besoin de connaître le secret. Terraform va créer une base de données, récupérer le secret, le mettre dans Vault, l'application se lance et va récupérer ce secret-là de façon dynamique et de façon transparente. C'est là où on arrive justement de nouveau devant le mont Fuji, mais au moment de la démonstration. Donc, on va démarrer une petite démonstration qui est très rapide, comme je vous dis, puisque la CI a déjà automatisé tout pour moi. Donc, je vais vous mettre le lien du GitHub juste après, ne vous inquiétez pas. Donc, globalement, à quoi ça ressemble? Donc, je suis sur le GitLab et voilà à quoi ressemble mon projet. Donc, je vais avoir mon fichier donc .gitlab CI qui va être ma CI.
mon dossier Terraform. Donc, je vais avoir 2 dossiers Terraform. Un dossier que je vais appeler VaultAdmin, qui est plus la configuration du Vault en lui-même. Donc, un administrateur du Vault qui va, par exemple, configurer mon Vault, le back-end, les rôles, etc., etc. Et ensuite, un autre dossier qui va être plus orienté pour mon projet. Donc, mon projet qui va s'exécuter côté CI. Regardons un peu plus la partie, justement, pipeline. Donc, j'ai une pipeline sur laquelle j'ai 3 stages. Test, plan et deploy. Sur le test, c'est juste un job qui va tester l'authentification auprès de mon Vault. Donc, par exemple, ici, je passe par la Vault CLI. J'aurais pu très bien passer avec le Vault Agent pour, au démarrage de mon job, il récupère ça, il le fait pour moi. Ici, à des fins de démonstration, je l'ai mis un peu en clair juste pour vous montrer que finalement, c'est un call API. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va donc s'authentifier avec la méthode JWT. Alors, je vais quand même zoomer parce que je suppose qu'on ne voit pas très bien. Là, on voit plutôt bien. Donc, la méthode JWT, avec un rôle spécifique. Bon, ça, c'est ensuite la configuration, etc., côté, du moins côté Vault, ça. Et enfin, vous allez avoir une variable qui est spéciale qui s'appelle la CI job JWT qui va contenir le JWT de votre job qui va être utilisé pour s'authentifier auprès du Vault. Et comme on peut le voir, si je fais ensuite donc je récupère mon token et je fais un Vault token lookup, et ben je vois que mon token, du moins, a une durée de 10 minutes. Parce que je considère qu'ici, ma pipeline devrait durer moins de 10 minutes. Et toutes les informations qui sont liées à celui-ci. OK, on revient du coup. Donc, on voit qu'on arrive à s'authentifier pour mon job. Concernant le plan, c'est un plan classique côté Terraform. Donc, qu'est-ce que je vais déployer? Donc, je ne vous montre pas tout le plan, ça ne fait pas sens. Mais globalement, je vais déployer une instance EC2 avec une RDS et les security groups. Et donc, comme vous pouvez le voir, au niveau du plan, ça se passe plutôt bien. Donc là, je n'ai pas d'erreur en me disant que je n'ai pas accès à mes credentials ou autres. Et enfin, le apply, qui va être le point qui va nous intéresser. Donc, on voit que tout a été déployé correctement, etc. Et donc, qu'est-ce que je fais concrètement? Je fais juste un Terraform init et un Terraform apply-auto-approve. Bien sûr, à ne jamais faire le auto-approve en production. Sur lequel on peut voir, je reprends un peu mon exemple où je m'authentifie auprès du Vault, où je fais ensuite juste un Terraform apply et je récupère bien mes credentials côté AWS. Ensuite, on va voir côté code Terraform à quoi ça ressemble. Donc déjà, regardons un peu plus en détail puisque mon web endpoint est ici présent. Donc, on va y accéder. Et donc, on peut le voir ici que j'ai ma page web, que j'ai mon utilisateur qui est ici, donc qui est un utilisateur qui est variable parce que Vault va générer pour ma base RDS des credentials dynamiques. Ça peut être des credentials statiques, mais ici, pour la démonstration, j'ai choisi d'avoir un utilisateur dynamique. Et toutes les minutes, cet utilisateur-là va changer. Et c'est le Vault Agent notamment qui va gérer ces credentials-là pour mon application. Mon application, ce qu'elle va faire, c'est juste lire un fichier de credentials. Et ce fichier de credentials va changer, en fait, au travers du Vault Agent. Donc, on va revenir. Voilà. Là, je rafraîchis et là, on peut voir mon utilisateur a changé. Donc, si je rafraîchis à nouveau, ça ne va pas changer. C'est toutes les minutes qu'il va changer. Il nous reste encore quelques minutes, donc on va continuer cette démonstration. Et donc, si je rentre un peu plus en détail, notamment sur à quoi ressemble déjà, premièrement, mon point GitLab CI. Comme vous pouvez le voir, il est assez simple. Bon, il y a juste une partie d'installation juste de Terraform et de Vault. Sur le Vault Authentification, on retrouve les deux commandes que j'ai montrées précédemment. Et sur le plan, comme vous pouvez le voir, en termes de référencement, donc j'ai juste indiqué ici quelques informations juste notamment liées à des variables ou autres, peu importe, juste pour voir à quoi ça ressemble. Et donc là aussi, j'exporte juste la Vault adresse et la version de mon Vault Agent qui va être utilisée pour mon projet. Et ensuite, j'ai un stage apply qui va juste faire un Terraform donc apply, comme on a pu le voir précédemment. Donc, attaquons plus la partie, notamment code Terraform, pour comprendre ce qui se passe concrètement. Donc, quand je déploie mon projet, donc je vais déployer mon projet avec mon code Terraform, avec le provider AWS. Donc, on reconnaît ici le style AWS Instance, très bien, Security Group, et je passe, et ainsi que ma base de données RDS. Et je vais avoir un petit fichier vault.tf qui va faire mes interactions avec Vault.
Donc là, j'y arrive parce que dans ma CI, elle a été authentifiée et que j'ai mes accès auprès de Vault et que je peux interagir avec Vault. Et donc, j'ai mon provider, notamment Vault, sur lequel je vais interagir avec lui, qui a un back-end pour la partie base de données. Une fois que ma base de données a été créée, je vais donc stocker ce secret-là dans ce back-end qui est dédié à la base de données. Et donc là, je vais dire à Vault, à chaque fois que mon application va interagir avec toi, tu vas lui fournir un utilisateur qui va changer toutes les minutes. Donc là, je l'ai variabilisé, mais c'est toutes les minutes. Et cet utilisateur-là, donc je vous fais la traduction de la requête SQL, aura le droit juste d'être en read-only sur toutes les tables. Donc à chaque fois, Vault va générer un utilisateur en read-only. Donc je peux rajouter d'autres rôles pour leur dire, celui-ci, ça va être plutôt un utilisateur admin, etc., etc. C'est variable. Mais tout ça pour dire qu'avec mon code Terraform, dès que je génère ma base de données RDS, je stocke ce secret-là côté Vault, de façon transparente, juste avec Terraform. Et enfin, là, ce bout de code, c'est le bout de code que je vais autoriser pour mon application en disant la méthode d'identification va être de type EC2 et je vais autoriser mon instance qui va avoir tel IMEID, ça tombe bien, parce que du coup, c'est ce que j'utilise dans mon code Terraform. Donc, c'est un élément de confiance. Mon compte ID que je récupère là aussi côté Terraform, subnet ID, etc., etc., région. Donc, toutes les informations que j'ai utilisées pour créer mon instance C2 et les informations qui sont retournées par Terraform, je les récupère et je les indique côté Vault pour dire, voilà, j'ai généré mon instance C2, voilà les attributs de mon instance C2, sur lesquels il faut autoriser si jamais l'instance C2 veut interagir avec toi pour s'authentifier, autoriser à lui donner un Vault token. Voilà, je vois qu'on arrive à court de temps, donc on va arrêter la démo ici, donc un petit refresh juste pour vous montrer que ça change encore. Et on va passer aux questions-réponses. Nickel, merci, merci Mehdi. On a une D'ailleurs, première question qui est arrivée de Marc. Tu veux revenir sur des slides avant? Très sympa les petites photos du Japon. Tu nous fais voyager comme d'hab. Une question de Marc. Est-ce que Terraform Cloud est une bonne alternative pour gérer le problème de sécurisation des secrets, notamment les identifiants AWS qui ne sont plus dans les variables de GitLab CI? Alors, en effet, ça permet de répondre à ce questionnement qu'on a eu au début avec j'ai mon utilisateur IAM statique, donc forcément, il faut que je stocke, entre guillemets, ces variables-là. Donc, en effet, les secrets statiques, on va y répondre au travers de Terraform Cloud. Il y a un mécanisme de sécurité qui va les stocker ou autre. Par contre, les secrets dynamiques, là, en fait, c'est tout l'intérêt et la force de Vault, c'est que vous pouvez interagir avec Vault et Vault va générer des secrets dynamiques directement. Donc, par exemple, vous pouvez utiliser Terraform Cloud pour interagir avec Vault, récupérer des secrets dynamiques. Et ça, en fait, si vous les stockez en variable, en fait, sur côté Terraform Cloud, ça reste du statique. Donc, commencez par cette étape-là, puis ensuite, déposez ça à côté Vault sous forme dynamique si possible. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Mehdi? J'en profite juste sur cette slide-là. Du coup, vous pouvez retrouver mon repo Git sur le premier QR code que vous voyez au-dessus, donc Mehdi Laruelle. Et j'ai aussi fait quelques tutos YouTube pour ceux qui veulent se lancer dans Vault. N'hésitez pas. Donc ça, c'est le deuxième QR code qui est en bas. Donc faites-vous plaisir. Et surtout, je suis très preneur des feedbacks. Et le mot de la fin, comme vous avez pu le voir dans toute cette chaîne-là, c'est que plus besoin en fait que les secrets soient, entre guillemets, que tout le monde connaisse les secrets, aussi bien développeurs, cops, etc. Dans ce mécanisme, dans cette chaîne-là, on peut le voir que plus personne en fait ne connaît le secret et que seul Vault connaît le secret. Terraform génère peut-être la base de données, récupère les secrets, mais ensuite Vault s'occupe de garder ça pour nous. Donc plus besoin de délivrer ces secrets-là. Et donc, comme l'affiche ici, la photo est pour ceux qui connaissent par rapport à Fallout. Trust nobody, not even yourself. Donc, pas besoin de connaître ou de stocker ce mot de passe-là. Faites en sorte que ce soit plus transparent possible et qu'on arrive à un niveau où, en fait, aussi du secret as a service, mon application a besoin de mon secret, on le délivre en mode secret as a service. Voilà. Écoute, Mehdi, merci. Je pense que c'était le mot de la fin. Je n'ai pas d'autres questions qui arrivent. Avant de conclure, même pour la conclusion, on va pouvoir faire ça. Comme on le fait à chaque fois avec plaisir, HashiCorp nous fournit quelques
quelques vouchers pour vous permettre de passer les certifs. Je vous avais annoncé en début de meet-up, alors je vais repartager mon écran, paf, paf. On en a parlé en début de meet-up, donc sur le Slack, on avait lancé un petit message que je vous avais proposé de partager. Donc voilà, j'ai eu quelques likes, j'ai paramétré le tirage au sort, donc on aura 3 vouchers pour ce soir. Donc pour vous montrer qu'il n'y a pas de triche ou quoi que ce soit, on fait le tirage en direct. Allez, à 3, on y va. 1, 2, 3, et les gagnants sont Patrick Tavares, Aurélien et Cétin Ardal. Vous avez gagné votre voucher certification. Donc, je vous invite à vous rapprocher de Mehdi qui vous filera les codes pour pouvoir faire ça. Et du coup, j'espère que vous l'obtiendrez. Donc, Merci à tous. Ouais, Mehdi. Juste pour les gagnants, du coup, félicitations. N'hésitez pas à me contacter sur Slack ou c'est moi qui va vous contacter. Juste pour m'envoyer un message et je m'occupe du reste pour les vouchers. Nickel, merci Mehdi. Tom, thank you for staying with us and for your talk this evening. Thank you very much. Have a good day in the US because it's still the middle of the afternoon. Mehdi, thank you, merci beaucoup. Marc, je ne sais pas si tu es encore là, mais merci pour ta participation. Jono, merci, thank you for your help. Je vous souhaite à toutes et à tous une très, très bonne soirée. Prenez soin de vous et puis on se retrouve fin mai, je pense, avec Mehdi, on vous prépare quelque chose. Encore une fois, si vous avez des sujets à nous proposer, n'hésitez pas. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt. Bye bye. Merci à tous. Goodbye.